10h30 sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Voici le sommaire. Fin des travaux pour les deuxièmes assises nationales de la régionalisation avancée. 3 ateliers ont animé cette seconde journée. Crise de l'eau, transformation numérique et transport. Bilan et recommandations qui ont soldé les échanges dans ce journal. Les partis socialistes du monde entier en conclave à Rabat. La capitale abrite le congrès de l'Internationale socialiste. Une réunion coprésidée par le président du gouvernement et secrétaire général du Parti socialiste ouvrier espagnol, Pedro Sánchez. Puis vous aurez rendez-vous avec l'escale culturelle hebdomadaire. Plein feu sur l'univers d'une artiste au talent pluriel. Peintre et designer de mode de Nadia Chellaoui nous glisse dans les coulisses de chacune de ses créations. Bonsoir. Les deuxièmes assises nationales de la régionalisation avancée bouclent leurs travaux à Tanger. Les participants ont appelé à l'accélération de la mise en œuvre de la charte de déconcentration administrative en vue de renforcer la gouvernance territoriale intégrée. Ils ont plaidé pour le parachèvement de l'application de la feuille de route relative au cadre d'orientation pour l'opérationnalisation de l'exercice par les régions de leurs compétences, notamment celles liées au transport, à l'investissement et à l'eau. L'accent est ainsi mis sur la nécessité de renforcer les capacités des régions à relever les défis et les enjeux d'un développement territorial intégré et durable. C'est un sujet de nos envoyés spéciaux à Tanger, Nawal Gourari, Abdelftah Zouine avec Sofia Fgrote. 3 ateliers ont encadré les débats lors de cette journée. Échange animé lors de l'atelier sur l'approvisionnement en eau dans un contexte de stress hydrique. Autre axe de discussion, le développement du système de transport et de mobilité durable, un sujet d'autant plus d'actualité que le Maroc accueille la Coupe du Monde 2030. La 3e session de la journée a abrité des échanges sur la transformation digitale au sein des collectivités territoriales. Un sujet de la plus haute importance car il en va de la gouvernance territoriale et du renforcement de la participation citoyenne. 3 sujets au cœur même du modèle de régionalisation avancée. Celui qui identifie les défis futurs pour mieux les gérer. Un modèle qui inspire. Le Maroc a un très bon modèle de décentralisation. Et ce modèle se traduit par les investissements massifs territoriaux du roi, mais également une élite, la mise en disposition d'une élite dévouée aux populations et ça, le tout donne les résultats que nous avons aujourd'hui. Et c'est ce modèle important qu'a le Maroc, sous l'initiative du roi, que Dieu l'assiste, qu'il faut vulgariser. C'est pour ces raisons qu'on est venu ici s'inspirer de ce modèle marocain. Après beaucoup de fois que j'avais visité le Maroc pour parler de le modèle espagnol, à la fin, on peut dire qu'ici, il y a un modèle et que ça marche bien et que moi, comme secrétaire général de l'Organisation globale des régions, je peux dire que ça peut être un exemple pour beaucoup de monde. Et vous voyez qu'ici, il y a beaucoup d'Africaines pour lesquelles la référence du Maroc et le processus de décentralisation avancé, et avec cette accélération, va être un modèle. Un modèle qui place le citoyen au cœur de ses actions. Le nouveau modèle de développement. Celui-ci donne un coup d'accélérateur à l'intégration régionale et à la dynamique locale. Ces 2e assises nationales de la régionalisation avancée sonnent aussi l'heure du bilan. Après avoir évalué la première qui était à Agadir en 2019, maintenant en 2024, après 5 ans de travail, l'opérationnalisation et la mise en œuvre de la régionalisation avancée et son impact sur le citoyen et la citoyenne marocaine. Donc 5 ans pour nous, c'est trop. On propose que la conférence, ça sera 2 ans, ou bien à la tête de 2 ans, pour bien évaluer son impact sur les questions économiques et sociales. Ces 2e assises nationales de la régionalisation avancée ont été l'occasion pour les participants de formuler des recommandations. Elles ont été dévoilées lors de la séance de clôture.
Parmi ces points clés, l'accélération de l'exécution de la charte de déconcentration administrative, l'augmentation des ressources financières réservées aux régions à plus de 10 milliards de dirhams et le développement de mécanismes d'évaluation et de suivi de l'efficience des acteurs territoriaux. À présent, cette réunion à Rabat du Conseil mondial de l'international socialiste, une réunion coprésidée par le chef du gouvernement espagnol et secrétaire général du Parti socialiste espagnol PSOE, Pedro Sánchez, et Driss Lechger, premier secrétaire de l'Union socialiste des forces populaires, hôte donc de ces rencontres qui réunissent plus de 200 participants issus pour la plupart de partis politiques de tradition socialiste du monde entier. Sous la loupe, une réflexion autour de thématiques majeures telles que la paix, la sécurité et la démocratie en Afrique ou encore la parité. Un conclave qui a été aussi l'occasion d'évoquer les crises récentes que traverse le continent. Les développements en compagnie de Zobeda El-Fathi, Rachid Iken, Abdelrahim Filoul, Arbin Hiri et Iman Ablou. C'est le point d'orgue de ce rendez-vous politique international. Le président du gouvernement espagnol et secrétaire général du Parti socialiste ouvrier espagnol co-préside le Conseil mondial de l'international socialiste. Pedro Sánchez est aussi le président de l'international socialiste. Ici, il défend les questions en tête de priorité et renoue avec un pays ami, le Maroc, dont le responsable salue le rôle croissant de plus en plus important sur la scène politique continentale et internationale. C'est un moment extraordinaire qui nous permet de mettre en avant les relations bilatérales entre le Maroc et l'Espagne. Nous sommes deux peuples frères et voisins qui partagent une vision très similaire face à tous les défis. C'est pour moi un honneur de venir ici, non seulement comme président du gouvernement espagnol, mais aussi pour présider le Conseil de l'international socialiste avec nos frères marocains. Nous entretenons des relations importante avec nos partenaires marocains dans le cadre d'un partenariat stratégique. Nous avons toujours compris que cette alliance est nécessaire et enclenche une dynamique positive à la fois pour le Maroc et pour l'Espagne. Nous sommes heureux d'accueillir le président de l'international socialiste, qui est un grand ami du Maroc et fervent défenseur des causes justes dans le monde. Les Marocains lui retiendront ses positions justes et responsables sur les questions et les conflits qui sévissent au Moyen-Orient notamment, ou encore son soutien à la cause nationale. Pour la première fois, le Conseil de l'international socialiste atteint un niveau record en termes de participation. Cette instance qui s'étend de l'Amérique latine à l'extrême-Asie. À ce conclave, plus de 200 participants débattent de thématiques majeures. La paix, la sécurité, la démocratie en Afrique, les crises récentes sur le continent, la cause palestinienne ou encore l'autonomisation des femmes. Les femmes marocaines sont le visage du progrès et du développement que connaît le Maroc. La femme marocaine participe activement à la vie politique et parlementaire et elle est sur la bonne voie en termes de parité. Le Conseil de l'international socialiste se soldera demain par la déclaration de Rabat qui résumera les positions de cette instance face aux enjeux globaux et régionaux du moment. De quoi remettre sur orbite l'une des organisations politiques les plus importantes au monde et plateforme incontournable d'élaboration de politiques communes en matière de justice sociale, de développement durable, de réduction des inégalités et de résolution pacifique des conflits. Une actualité à la une, nous en parlons avec Hind Mourit, présidente de l'Internationale socialiste des jeunes. Hind Mourit, bonsoir et merci d'être parmi nous. Alors tout d'abord, quel est le rôle de l'Internationale socialiste des jeunes dans la défense des causes relatives aux jeunes ? Bonsoir, merci pour l'invitation. Donc, l'Union USI, l'Union internationale des jeunes socialistes, c'est le réseau qui englobe les organisations jeunes des partis sociodémocrates du monde entier. Donc, c'est un réseau qui englobe plus que 146 organisations jeunes, y compris la jeunesse Tihadia de l'USFP. Et donc, c'est un plaisir donc d'avoir une organisation aussi impliqués et motivés de débattre et d'organiser et de préparer le terrain pour parler sur des thématiques prioritaires
au niveau national et international, donc, et en mettant en valeur le rôle de cette jeunesse, donc la jeunesse africaine, la jeunesse marocaine, d'entamer des recommandations, de parler sur les principaux défis qu'on fait face, et c'est super important d'avoir une telle implication et un tel engagement au Maroc ici. Très bien, donc vous prenez part à ce conseil de l'international socialiste qui prend place pour la première fois à Rabat, avec la présence distinguée du chef de file du Parti socialiste ouvrier espagnol et président de l'international socialiste, M. Pedro Sanchez, qui a d'ailleurs mis l'accent sur l'importance de la coopération régionale et internationale entre d'une part le Maroc et d'autre part les autres membres de l'international socialiste. Quelle en est la portée? Donc, en fait, comme vous avez mentionné, c'est une première. C'est grâce à l'USFP qu'on a eu l'occasion d'avoir organisé donc ce conseil international au Maroc, au Rabat, et principalement pour débattre des sujets majeurs tels que la paix et la sécurité, qui est un enjeu pour tout le continent et le Moyen-Orient aussi. Donc, et pour avoir plus d'intégration régionale, parce qu'on parle d'une intégration régionale, on parle d'une solidarité internationale, et on parle d'un combat qui sera mené pour défendre nos valeurs, nos causes, et mener des plans d'action, prendre des initiatives et agir pour bien mener, nos programmes. Cette réunion du Conseil constitue d'ailleurs un moment clé dans l'agenda des partis politiques socialistes du monde entier. Qu'est-ce qui caractérise cette présente session de ce Conseil qui s'achève demain ? En fait, c'était une série déjà de sessions. On a vu l'actualité du monde arabe et aussi de ce qui se passe, les enjeux au niveau régional en Afrique. Donc on a entamé des réunions focalisées sur le Moyen-Orient, le conflit de la cause palestinienne, aussi ce qui se passe en termes de paix et sécurité et de coup d'État au niveau africain, et pour bien préparer la déclaration de Rabat et pour avoir des recommandations clés, un plan d'action clair, afin de bien aussi lier ces enjeux-là au niveau international avec les enjeux de changement climatique, avec les enjeux de démocratie et aussi de développement socio-économique à échelle internationale. Donc autant de recommandations qui feront partie intégrante de la déclaration de Rabat qui sera rendue demain. Je vous remercie, Madame Hind Mourit, présidente de l'Internationale socialiste des jeunes, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Dans le monde, cet attentat meurtrier sur un marché de Noël en Allemagne. L'attaque est survenue dans la ville de Magdebourg quand une voiture bélier a foncé hier sur des passants. Bilan, 5 morts et plus de 200 blessés. 41 sont dans un état critique. Le suspect, un médecin psychiatre saoudien installé en Allemagne depuis 2006, a été arrêté et placé en garde à vue. L'enquête est toujours en cours pour déterminer les motivations de l'auteur présumé. À Damas, une première rencontre officielle a eu lieu entre Ahmed Al-Sharh, nouveau dirigeant de la Syrie, et une délégation diplomatique américaine. Dans un communiqué publié à l'issue de ce premier contact formel, les nouvelles autorités disent vouloir contribuer à la paix régionale et construire des partenariats stratégiques avec les pays de la région. Pendant ce temps, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'ONU ont envoyé ces derniers jours des émissaires à Damas pour nouer des contacts avec les autorités. Retour chez nous, après une courte parenthèse de redoux, la fraîcheur se réinstalle sur le pays. Prévoyez jusqu'à demain midi des chutes de neige de l'ordre de 10 à 40 cm sur les hauteurs, dépassant 1800 mètres. Des flocons qui s'inviteront donc dans les provinces d'Azilal, Al-Haouz, Tinrir, Midelt, Ouarzazate et Taroudan. Attention par ailleurs au vent, il soufflera fort avec chasse-poussière allant de 70 à 85 km/h. Dans les provinces de Sidi, Fnish, Toukait, Baha, Agadir, Idautan, Aninzgan, Ait Melloul, Gelmim, Tiznit, El Haouz, Taroudan et Tantan.
avant un retour au calme prévu en fin d'après-midi. Triste nouvelle, l'acteur marocain Mohamed El Khalfi s'est éteint à l'âge de 87 ans. Le regretté a rendu son dernier souffle à son domicile à Casablanca après une longue lutte contre la maladie. Mohamed El Khalfi laisse un héritage artistique de plus de 6 décennies dans les domaines du théâtre, de la télévision et du cinéma. Une carrière enrichie par sa participation dans des productions de séries télévisées et de films du grand écran. Mohamed El Khalfi a acquis une grande notoriété auprès du public marocain grâce à son rôle dans la célèbre sitcom Lalla Fatema. Nous sommes à Dieu et à Dieu nous retournons. Place tout de suite à votre escale culturelle hebdomadaire qui sera chic et très colorée à l'image de la créatrice qui est à l'honneur ce soir. Il s'agit de Nadia Chlaoui, une femme au talent multiple, peintre avant tout. Nadia Chlaoui n'hésite pas à explorer également le design et la mode. Ses créations mêlent harmonieusement art visuel et fonctionnalité, des œuvres qui sont actuellement présentées à Casablanca. Voyons quel est son univers avec Youssef Mezani et Dominique Orlando. C'est beaucoup moins son parcours de femme, ex-responsable d'une compagnie d'assurance reconvertie il y a aujourd'hui une décennie aux arts plastiques et à la création de mode, qui surprend que l'énergie qu'elle a dû consentir pour y parvenir et pour s'y sentir elle-même également à sa place. À croire que cette verve artistique n'était que souterraine et qu'elle n'attendait dans son cas qu'à éclore et qu'à jaillir en un flot de couleurs quasi explosif qui fut sa marque de fabrique dès sa toute première exposition individuelle en 2014 à la Bibliothèque nationale du Royaume. Madame Chlaoui qui a donc su persévérer dans cette même orientation artistique en enchaînant à intervalles très réguliers expos individuelles ou collectives. L'art est la plus belle des passerelles entre les gens et les cultures, nous dit-elle, avant d'ajouter que ce sont les artistes eux-mêmes qui en sont ses ambassadeurs les plus audacieux. Et de l'audace, on peut dire qu'elle en a, Nadia Chlaoui, en particulier depuis que lui est venue la bonne idée de se lancer dans la création de sacs, des sacs artisanaux qui peuvent être peints à la main et qui, une fois portés, se veulent être l'expression d'un véritable luxe artistique. En un certain sens, Madame Chlaoui est bien de son époque, car elle a bien compris que c'est avant tout l'inédit qui aujourd'hui importe, car pour chacune des femmes du monde, le but affiché est évidemment de ne ressembler qu'à soi-même. Nadia Chlaoui est avec nous ce soir. Bonsoir. Alors vous êtes artiste peintre, vous êtes également créatrice de monde. Vous vous distinguez par une approche pluridisciplinaire. On le voit à travers votre toute récente collection intitulée Racines et qui conjugue différents médiums. Comment expliquez-vous cette démarche très polyvalente ? Alors, merci Mrim déjà pour l'invitation. Au fait, mon dernier événement intitulé Racines, ce n'est pas une simple exposition, c'est effectivement une invitation à tout un univers, notamment ma nouvelle recherche artistique, ma nouvelle collection printemps-été 2025 et aussi des collaborations avec des artistes designers dans l'objectif justement de fédérer l'art et l'artisanat marocain. Donc vous êtes d'abord artiste peintre, mais vous n'hésitez pas à explorer l'univers de la mode, de la création, du design. On le voit justement à travers cette très belle collection de sacs joliment peints. À quel moment vous est venue cette idée ? Alors, 2017, voilà. Au fait, l'idée était, moi j'étais connue par certains visages colorés dans mon univers pictural et l'idée était de décliner mon art sur un accessoire de mode. Et donc engager ce dialogue entre l'art et la mode, deux moyens d'expression qui
on va dire, qui se complètent. Et aussi vulgariser l'art. Et pour moi, le sac est une œuvre d'art transportable. Donc c'était ça mon objectif à travers en fait, cette marque de sac aujourd'hui qui évolue au Maroc et à l'international. Très bien. Alors, vous êtes également ambassadrice pour la Divine Academy, qui est un organisme créé en 1995 à Paris. Oui. De quoi s'agit-il et quelle est votre mission ? Alors, ma première exposition avec Divine Academy était en 2015 au salon Art Shopping au Carrousel du Louvre. Et en 2016, justement, l'aventure a démarré avec la présidente de l'Académie, Diva Pavesi. En 2016, le Maroc était à l'honneur et il y avait une délégation d'une vingtaine d'artistes marocains qui étaient sur place. Donc mon rôle était d'être avec cette délégation et puis d'accompagner, élever l'art marocain à l'international. Et Diva m'a ouvert cette porte pour moi et aussi pour d'autres artistes marocains. Vos toiles sont très colorées, on voit aussi différentes textures, différents matériaux au niveau des sacs. Qu'est-ce qui nourrit votre inspiration ? Alors déjà, le sujet a toujours été la femme. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une transition vers, on le voit dans mon art pictural, vers l'abstrait, mais il y a toujours, il y a plus ce visage qu'on connaît, mais il y a l'œil. L'œil pour moi, c'est ce voyage intérieur, c'est ce regard vers le futur, cette introspection en même temps. Et aussi, en fait, ce changement a été touché par la perte de mon papa cette année, en début d'année, d'où le thème de Racine de l'exposition, donc le retour à l'essentiel. Et ça se ressent sur toute ma recherche et artistique et ma recherche sur la collection des sacs. Donc Racine, c'est une vraie introspective que vous menez. On invite justement notre public à aller découvrir votre collection qui est présentée à la galerie de Eita Casablanca et ça se poursuit jusqu'à la fin de l'année. Donc on invite notre public à y aller nombreux. Je vous remercie Madame Nadia Chlaoui d'avoir été parmi nous ce soir. C'est moi. Et voilà, cette escale culturelle signe la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Le retour de l'information est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Moula.